Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Papier Bavard. Effectivement, dans quelques jours, une date essentielle dans l'histoire de la lutte de libération nationale de notre pays, 19 mars 62, qui marque le cessez-le-feu et qui va ouvrir... il y a eu évidemment des négociations qui ont été des négociations secrètes, il y a eu Evian, Lugrin, etc., mais qui vont ouvrir les négociations qui vont arriver, qui vont aboutir à l'autodétermination de notre pays et son indépendance, bien évidemment, juillet 62, c'est ce qu'on appelait les fameux accords d'Évian. Et justement, autour de ce sujet, un ouvrage excessivement intéressant, signé par notre invité, Mohamed Dabbah. Bonsoir, Mohamed Dabbah. Bonsoir, monsieur Youssef. Merci, vraiment un grand honneur de vous recevoir. Merci de m'avoir invité, ainsi qu'à la radio, la chaîne 3. Je vous remercie. C'est moi. Alors, ancien Moudjahid. Oui. Mais toujours Moudjahid dans l'âme. Toujours, bien évidemment. Jusqu'à la mort. Et je ne pense pas d'ancien et nouveau. Pourquoi ce superlatif? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ce ancien Moudjahid, nouveau Moudjahid? Il n'y a qu'un Moudjahid. Absolument. Tout. Là, c'est de dire ancien Moudjahid, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il a abandonné ses principes. Il est ancien, il y a du nouveau. Non, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau, non. Il n'y a que Moudjahid. Il n'y a que Moudjahid, vous avez tout à fait raison. Alors, par le passé, deux ouvrages excessivement intéressants qui sont parus, qui ont été édités par une maison d'édition qui d'ailleurs est couplée avec... les éditions Huma, c'est la maison d'édition Khanata. On nous appelait les réseaux radio rebelles, ainsi qu'un autre ouvrage, le MALGM, donc le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, avec évidemment à sa tête, feu Abdelhafid Bossouf, où la stratégie, et le mot est très important, la stratégie au service de la Révolution. Aujourd'hui, nous allons plus nous atteler à parler de donc votre dernier ouvrage, l'OAS et l'indépendance de l'Algérie. Alors pourquoi par rapport au 19 mars 62? C'est parce que votre ouvrage est composé de bulletins de renseignement et de documentation qui courent de août-septembre 61 à mars 62. Et comment justement on est arrivé à ces fameux pour parler, pour se mettre d'accord sur le cessez-le-feu. Et on va voir que ce n'était pas du tout évident, parce qu'il y avait évidemment une grosse pierre, ce n'était pas un caillou dans la chaussure, aussi bien pour le gouvernement français de l'époque, le fameux tandem De Gaulle-Debré, et on va y revenir, avec toujours la présence, évidemment, de l'armée coloniale française en Algérie. On est loin que les combats se terminent, bien au contraire. Il y a toujours des combats, mais là, la donne change, puisqu'il y a une intense activité diplomatique du GPRA, à travers le monde entier pour faire connaître la cause algérienne. Puis aussi, on arrive à un moment excessivement important, je dirais, dans la politique, algérienne. C'est qu'il y a un changement au niveau de la tête du GPRA, puisque Farhat Abbas est remplacé par Ben Khedda, qui
va donner aussi une autre tournure à ces pourparlers. Et puis, gros caillou dans la chaussure, cette fameuse organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui va se créer après la fameuse les journées des barricades en 1960 et surtout le putsch avorté des 4 généraux qui avaient créé le fameux comité de salut public pour mettre à bas le gouvernement gaulliste et en fait pour que l'armée prenne le pouvoir et que l'Algérie reste définitivement française. Alors, excusez-moi pour cette longue introduction, Mohamed Dabbah, c'était un peu pour situer votre ouvrage. Donc, votre ouvrage court sur des bulletins que vous mettez à la disposition des lectrices et lecteurs, qui étaient donc des bulletins du MALG, n'est-ce pas ? Ce ministère de l'armement et des liaisons générales, dont nous saluons d'ailleurs tous les anciens du MALG, qui est l'association nationale, c'est ça ? Des Moudjahidines du MALG. Dont d'ailleurs on retrouve des dizaines de témoignages dans l'ouvrage Le MALG, c'est ça ? L'ouvrage Le MALG a été fait grâce aux témoignages de certains compagnons qu'on va compléter avec une deuxième série, mais déjà avec ce qu'on avait fait là, c'est l'organisation du MALG et des témoignages, parce que vous savez, le MALG, c'est des services structurés. Vous avez par exemple, on a parlé tout à l'heure du service des transmissions et la direction des transmissions et du chiffre. Ça, c'était l'origine en fait. C'était l'origine. Ouais. Et les services de la DDR, documentation et recherche, c'est Artipour, et le service, la vigilance et le contre-renseignement. Quand on dit vigilance contre-renseignement, ça veut dire quoi? Elle protégeait la révolution de l'intérieur et de l'extérieur. Que ceux qui veulent s'infiltrer détraitent ou bien ceux qui partent de l'autre côté. Ce qui fait que c'était une protection. Ça, c'est les témoignages de tous ces compagnons, de tous ces frères qu'on a été fait pour le MALG, le ministère. Qu'est-ce que c'est le ministère de l'armement et des liaisons générales? Alors c'est vrai que pendant des dizaines d'années, il faut dire les choses comme elles sont, hein, les gens entendaient parler du MALG, on vous a surnommé les Malgaches, etc., etc. Mais très peu d'ouvrages sur cette question-là. Ça restait un petit peu, allez, on va le dire, franchement, ça restait un peu tabou, un peu secret que ça. Puis tout d'un coup, heureusement, ça s'est ouvert. Commence à avoir des archives, puisque votre ouvrage, ce sont des archives, hein, donc que tout le monde peut consulter. N'importe quel étudiant, doctorant peut consulter, ou une simple mortelle peut aller consulter. Et donc, maintenant, enfin, on commence à y voir plus clair. Et là, vous vous êtes attaché à nous faire connaître des différents bulletins de différentes périodes qui courent donc de septembre 61 à mars 62, avec des périodes clés sur ces bulletins. Comment ils étaient constitués? Ils étaient pour le GPRA, pour l'état-major, pour le MALG lui-même en tant qu'archive, pour garder des archives, pour l'histoire, hein, pour la jeunesse future. Alors, vous avez choisi des moments clés. Première question, pourquoi avoir choisi ces moments clés? Et secondo, je voudrais que vous me parliez la façon dont ces bulletins de renseignement et de documentation étaient constitués, parce qu'ils ont tous une sorte de structure, hein, et un canevas. Un canevas qui m'a paru excessivement étonnant de maturité politique et idéologique, et de combat aussi, hein, et de renseignement, qui va donner, je dirais, le futur comme dans tous les pays du monde, hein, tous les pays du monde ont des services de renseignement. Je crois que même le Liechtenstein en a un, ce qui est tout à fait normal. Même le Vatican a une police. Ben oui, dans tous les pays du monde. Mais aussi et surtout, qui va donner les assises et la base de ce qu'on appelle la diplomatie algérienne, qui va avoir un renom international et qui reste encore avec un énorme renom international, puisque dans plusieurs crises à travers le monde actuellement, dans ce qu'on appelle les points chauds, je parle que de Libye, Mali actuellement, etc., eh bien, joue un rôle absolument
essentiel, y compris dans la crise Irak-Iran, où malheureusement nous avons perdu des grands messieurs de la diplomatie algérienne. Voilà, ça c'était, excusez-moi, cette longue introduction, mais c'était pour... Alors, primo, ce sont des archives, des archives que vous avez collectées. Alors, pourquoi avoir choisi ces dates? Je prends un exemple au hasard. Hein. Octobre 61. Vous passez une semaine, octobre 61. Qu'est-ce qui se passe hein, dans le rapport? Comment c'est explicité et comment est organisé ce rapport? Comment il est structuré? Excusez-moi, là, pour essayer de commencer déjà, la structure, c'est l'écoute, c'est le service d'écoute. Le service d'écoute, c'est on prend tout ce qui vient de l'ennemi et aussi ami. On rate rien. L'écoute, il prend tout. Aussi bien militaire qu'administratif. Donc, on a une montagne de documents qu'on ramasse. C'est l'écoute, c'est l'écoute, c'est l'écoute. Et puis, c'est traité. C'est traité pour savoir. Et là, on a une situation de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Et ce que pense l'extérieur. Parce qu'en plus de l'écoute, nous avons des agents à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur de l'Algérie qui viennent avec des informations. Ce qui fait que cela complète. Vous me posez la question, pourquoi 61? Parce que 61, c'est là que De Gaulle, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus parce qu'il était harcelé. Il y a un tournant. Il y a un tournant et il ne pouvait plus. Il y a les ultras. Déjà si on va un peu plus bas, en 60. En 60, le 11 décembre, quand déjà Karim Belkacem, il était déjà envoyé spécial aux Nations Unies, ils disent les clameurs d'Alger. Déjà, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et quand on parle de diplomatie, il ne faut jamais oublier que la diplomatie algérienne a commencé en 1955 avec Aït Ahmed et Yazid. Allah yarhamhum fi zouj. C'est eux, à la conférence de Bandung, quand ils étaient, ils représentaient le FLN et ils voulaient entendre la voix de l'Algérie. Et ils sont partis avec la délégation égyptienne et c'est là, déjà, on commençait qu'est-ce que c'est ce FLN, ce Front de Libération Nationale, et l'Algérie. C'est ça la diplomatie. Et c'est eux qui ils ont créé le bureau de New York. Ça a commencé. Est-ce que je me trompe? Juste est-ce que je me trompe? C'est bien à la conférence de Bandung que la Chine a été le premier pays à reconnaître l'autodétermination de l'Algérie ou non, le droit à son autodétermination? La reconnaissance, c'était pas 55, c'est pas encore. C'est plus tard. C'est plus tard. La reconnaissance, c'est plus tard. Parce que la reconnaissance, si vous voulez, c'est plus tard. C'est pas en 55. Quand il y a eu la création du GPRA, voilà, etc. Quand il y a eu la création du GPRA, il y a eu même les pays, nos pays limitrophes, c'est-à-dire la Tunisie et le Maroc, ils ont dit essayez de voir d'autres personnes et nous, on va avec vous. Et les autres aussi. Et la création, c'était les premiers, c'était l'Irak. C'était l'Irak. C'est l'Irak le premier. Donc, il ne faut pas oublier l'Irak, dans son budget de fonctionnement et d'équipement, inscrit le GPRA. Chaque année, la loi des finances. Un fonds alloué au GPRA. Au GPRA. C'est eux qui ont créé et sont venus après. C'est l'Égypte, après le Maroc, la Tunisie, le Mali sont venus après. Mais c'était l'Irak. On parle de reconnaissance. Voilà une information. Voilà. Maintenant, pour la diplomatie, elle était là, mais la diplomatie seule, c'est ce qu'on doit savoir, la diplomatie seule, elle ne pouvait pas travailler seule. Parce que pourquoi? Elle avait derrière, c'était l'armée, l'ALN. Elle était là. L'ALN ne s'est pas arrêtée. Malgré que De Gaulle a essayé avec des informations, avec en 59, il dit déposer les armes, l'appeler des braves, beaucoup de choses ils ont fait comme ça, mais l'armée était là, l'ALN était là. Donc ce qui fait que si on voit cette coordination, il faut voir cette organisation de la révolution algérienne. On ne connaît pas assez, parce qu'il y a le CNRA, le Conseil national de la Révolution, il y a le GPRA. Les délégués aux négociations, ils se réfèrent au GPRA et le GPRA se réfère au CNRA. Si le CNRA dit continuez, vous pouvez recommencer, ils ne vont pas. Parce que vous savez que les négociations sont arrêtées plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois. Et un élément qu'on oublie souvent, c'est Taïb Boulharouf. Taïb Boulharouf, on ne le cite pas beaucoup. Non, on ne le cite pas du tout. Alors, Taïb Boulharouf, c'est lui qui était la liaison, c'est lui qui faisait activer les Suisses avec Olivier Lelangue.
et Bernard Tricot, ce qui fait que c'est ces gens-là, et Nicolet le maître. Mais on oublie ces gens-là, on oublie même la Suisse. La Suisse, par exemple, un rôle excessivement important. Oui, un rôle important, c'était l'intermédiaire. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas même les négociations. De Gaulle, quand il envoyait Louis Jox, il était son fidèle, il ne reconnaissait pas l'Algérie, ni les délégués, ni le FNN. Ce qui fait que c'était toujours l'élément moteur. C'était Taïb Bourharouf qui lui faisait activer les Suisses, et les Suisses étaient là. Ils étaient là avec toute l'intendance. Excusez du peu, toute l'intendance, gendarmerie, l'hélicoptère, l'assistance, la surveillance contre les délégués. Sécurité. Et même, on m'a raconté, les délégués, quand ils sont venus, il y avait le convoi, et il y avait celui qui guidait le convoi, c'était le gendarme, tellement il courait plus vite qu'il y avait un accident, il est décédé. Eh bien, le GPRA, Karim El-Qassem, quand il était là, il dit... Ils lui ont ouvert un livret de Knapp pour lui, pour sa famille, pour dire, parce qu'il était en mission. Donc ce gouvernement suisse, on ne le cite pas. Ce Taïb Bourharouf, on ne le cite pas. Il y a certaines choses, mais les négociateurs ne pouvaient avoir le dos solide s'il n'y avait pas l'armée. L'ALN était là. Moi, je me souviens, moi j'étais à Jbel-Grouz, du côté de Béchar. J'avais un poste radio. Et qu'est-ce que la vie, j'étais plein de poux, tous, on était là, le groupe, les poux, on ne pouvait pas manger, il n'y avait rien, on faisait le mella, c'est-à-dire on tournait un peu de farine, on tournait, et là, cette farine-là, on la mettait dans un trou avec des galets, et on nerdmoha, et ce galet-là, ça faisait une roue de pneus, et cette roue de pneus, qui était bien solide, on partageait le morceau. L'eau, il n'y avait que de l'eau de Gelta, ce qu'on appelle Gelta, c'est de ce qu'ils faisaient. Avec les sangsues, on mettait le chèche et on filtrait, on buvait. Donc tout cela, c'est pour vous situer comment. Et quand de temps en temps, on mettait le poste radio, et on entendait les délégués, on s'entend, les délégués qui ils partaient de tel hôtel à tel hôtel, ils partaient, et là, ben, nous, les anciens, ils ne disaient pas, et nous, on avait la mitrailleuse, on avait FM, les mortiers, on était slah, ils disaient, c'est quelque chose. Il n'y a pas cette coupure. Ouais. C'est grâce à cela, c'est ce que les gens sont là, c'est grâce à cela que les délégués se sentaient forts. Malgré ce qu'on parlait, malgré ce que le gouvernement Nahaou, Farhat Abbas, Nahaou, parce que le premier gouvernement, il y avait Farhat Abbas, deuxième, il y avait Farhat Abbas, et c'est le troisième qu'il y avait, Ben Khadda, il a pris son poste. Malgré tout ça, ils étaient là. Alors nous, on était comme des jeunes, c'était là cette compilation de renseignements, d'informations qu'on prenait de toutes parts pour essayer de définir, parce que au moment où il y avait ces négociations, l'Ouest ne s'arrêtait pas. Elle avait des alliances. Salan, il est parti au Maroc. Il ne devrait pas. Il est parti au Maroc parce qu'il avait des adhérents pour le soutenir. Alors, on le voit très bien dans certains bulletins de renseignement et de documentation. Encore une fois, les BRD, 90% de la population européenne vivant au Maroc était pro-OAS, cotisé, faisait du trafic d'armement, influencé grandement, et on lit très bien, c'est absolument incroyable parce que c'était pratiquement avec l'Espagne la base arrière de l'OAS très puissante, et puis les frontières étant très poreuses, on faisait passer ce qu'on voulait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est incroyable parce que ça, c'est quelque chose qu'on ignore beaucoup, hein, comme quoi l'OAS était excessivement présente au Maroc et que ils avaient même organisé des troupes, je veux dire, des sections. Au cas où il fallait faire un coup d'État. Bien sûr, ils avaient, comme je vous ai dit, il y avait 28 bataillons. Ouais. Et chaque bataillon, à la tête, il y avait un colonel. Ouais. Avec des compagnies de voltigeurs. Alors c'est incroyable parce que quand je lis ces bulletins, à un moment donné, l'OAS va carrément copier les structures du FLN en se disant tiens, ils ont une bonne forme pyramidale là, de structure et de clandestinité, ils vont copier-coller
les structures du FLN en se disant ça a été très efficace, et bon, nous, on va faire pareil. Et alors, il y a des choses aussi qui m'ont étonné, hein, c'est qu'à un moment donné, Salan hein, va décider de créer, c'est presque une ironie, hein, un gouvernement provisoire de la Algérie française. Ah, il va retourner ça. C'est-à-dire quand même, je pense qu'au niveau de l'OS, il devait se dire, écoutez, ces gars-là ont réussi. Pourquoi pas nous? Alors, pourquoi inventer le fil à couper le beurre? On va faire la même chose qu'eux. Hein, et nous, eux, ils sont comme des poissons dans l'eau, comme disait Ho Chi Minh, avec leur population. Et bien nous, on va être pareil, comme des poissons dans l'eau, dans la population dite pieds noirs. Alors, il y avait deux tendances, je vous explique, on voit très bien dans ces bulletins, il y avait deux tendances au niveau du gouvernement français, hein, bien arrêtées. De Gaulle, qui savait qu'il allait vers des négociations quasi inéluctables, mais lui, il se disait, bon, sauvons le maximum de ce qu'il y a à sauver, notamment, évidemment, le pétrole, et puis l'atome, hein, c'est-à-dire Reagan, tout ce qui pouvait être... Hein, plus préservons, disons, allez, on va appeler les choses comme elles sont, hein, une sorte de 5e colonne qui resterait en Algérie, c'est-à-dire le statut des Européens qui pourraient avoir soit double nationalité, soit parce que c'était les pierres d'achoppement hein, des accords d'Évian. Bon, on va créer une sorte de truc mixte comme ça, hein, une sorte d'Algérie mixte. Hein, et puis, Debré avec des attitudes excessivement tranchées, hein, c'est-à-dire qu'il va créer carrément des services qui vont aider l'OAS. On se demande même si c'est pas lui qui était à l'origine, lui et sa bande, qui était à l'origine de la Main Rouge. La Main Rouge, oui, bien sûr. À mon avis, très certainement. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et Debré, lui, qui allait vers, oui, partition s'il le faut. Dernier truc, partition de l'Algérie. Si franchement on est arrivé au dernier quart d'heure, eh ben on partage. Et puis c'est tout. Hein. Une république dite des indigènes musulmans, et puis une truc à nous. Hein. Pourtant, ces amis-là, vous avez des archives de l'UDR, c'est Alain Perfit. Oui. Voilà, ces amis-là qui disent, voilà, on partage. Il y a un dessin. Il y a un dessin absolument incroyable. Et c'est Paris au Monde de 1960. Oui. C'est Paris au Monde. Il y a la référence, c'est le Monde 1960. Partition de l'Algérie. Partition de l'Algérie. Bah oui. Dans Alain Perfit, il y avait le plan Alain Perfit de 60, il y avait le plan Hertan. Donc oui. Là, et c'est paru dans le Monde. Le Monde 1960, donc on peut trouver facilement. Alors vous avez déjà un premier plan en 57, c'est le plan Hersan. Hein. Ensuite, il y a le plan Perfit de 61. Hein. Un premier plan avec 3 hypothèses. C'est incroyable. Hein. Bon, au cas où, alors on irait jusqu'à Vialar, mais pas tout à fait. C'est incroyable. Il faisait ça sur une carte d'état-major et en avant la musique. Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Debré, il ne voulait pas lâcher parce que avec les ultras, il ne voulait pas lâcher du tout. À la dernière minute, dans la seconde, il avait Pierre Mesmer qui était son ministre de Défense. Il y avait Constantin Mellik. D'ailleurs, j'ai mis les archives de Constantin Mellik. Quand il a voulu noyauter les négociations d'avion, il a voulu tout miner pour. Il était là, il veillait au grain et il rendait compte au Premier ministre. Ce qui fait que le Premier ministre, il avait son témoin qui était Constantin Mellik avec ses agents, et De Gaulle, il avait Louis Jox, il avait Louis Jox, il y avait Pompidou. C'était ces gens-là qui étaient vraiment ses confidents, et ils étaient vraiment fidèles. Ouais. Voilà. Bon. Donc ils s'étaient partagés. Et De Gaulle, il le savait, il savait que Debré, il n'était pas pour l'indépendance d'Algérie. De Gaulle, il travaillait avec l'OAS, il a tout ça, mais lui, il insistait, il voulait que Debré reste, il ne voulait pas qu'il reste jusqu'à qu'il signe les accords de Vienne. Et puis, il y avait partage, quoi. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas affronter comme ça, directement les ultras, qu'ils soient en France ou qu'ils soient surtout les anciens, les gros colons en Algérie, etc. Donc il s'est dit, bon, je me le garde Debré, et puis la fameuse formule, hein, je préfère avoir mes ennemis à côté de moi, comme ça je peux mieux les contrôler. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Bien sûr, c'est comme ça qu'il a essayé Debré de jouer avec l'OAS, il a essayé de financer, il a essayé De Gaulle était acculé par les États-Unis. Il dit, écoutez,
nous vous avons emprunté 400 000, rendez-nous les 400 000 de l'OTAN. Ça, c'est un point excessivement important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien, à partir de 61 plus particulièrement, mais déjà 60 avec le putsch, etc., des pays membres de l'OTAN, donc c'était important, hein. Donc la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui étaient les piliers de l'OTAN, hein. Les Américains commencent à se poser des questions, à se dire, là aussi, avec une division au niveau des États-Unis, avec le clan Kennedy qui dit, non, je crois qu'il vaut mieux que l'Algérie soit indépendante, et puis nous, comme ça, on viendra en Afrique, hein, parce qu'en fait, quand c'était, on va récupérer. Et puis il y avait le clan de ce qu'on appelle des faucons, qui eux disaient, mais non, mais attendez, non, nous on est avec l'OAS, parce que si demain l'Algérie devient indépendante, c'est sûr qu'elle tombe dans l'escarcelle de l'Union soviétique. Voilà. Alors, pas question. Alors, non, on préfère. Et puis, ils étaient prêts à leur envoyer carrément, on dit, des chars. Des chars, bien sûr, des chars. L'OTAN était prêt à envoyer des chars. Ouais. Mais là, déjà l'OTAN, les États-Unis ont prêté à De Gaulle parce que Charles, il ne pouvait plus avec les 400 000. C'est ça. Donc, De Gaulle a demandé un prêt de 400 000 de l'OTAN. Donc, c'est pour ça qu'il a renforcé à Charles pour essayer de continuer. Parce que pour lui, c'est une affaire, 400 000, et ça se termine. Non, et comme il était acculé par Kennedy, il dit, rendez-nous à l'OTAN les 400 000. Ce qui fait que le général Ehlert, qui a remplacé Charles, parce que Charles, il est tombé de l'autre côté avec les ultras, il dit, écoutez, si vous me donnez, si vous me prenez les 400 000, et moi avec quoi? Il dit, non, je vais te remplacer avec les CRS, avec la police, ne vous en faites pas. Il était vraiment lui aussi embêté, parce que l'OS, elle a tout pris. Et c'est à ce moment-là, il y avait une lutte interne entre eux. Après, l'OAS, elle travaillait à part. Ouais. Avec l'OTAN, elle travaillait à part avec l'OTAN, et c'est comme ça qu'avec ces 12 000 hommes, ils sont trouvés, ces 12 000 hommes, c'est l'armée française. Surarmée. C'était c'est-à-dire c'est un État. Vous parlez de 900 000 armes. Oui, c'est pas possible. Ils étaient là, c'est fini. Pour eux, c'est l'Algérie pour eux. C'est à la dernière seconde. C'est comme ça quand on arrive au 19 mars, c'est terrible ce qui est arrivé. C'est comme ça, on a commencé les tueries, ce qu'ils ont fait à Oran, c'est atroce. Les victimes qui sont tombées. Ça a été la période la plus terrible, la plus noire. La plus terrible, la période noire. Ils ont tué, terre brûlée. C'est-à-dire on est revenu à 1845 comme péricier au Satarno, comme les enfumades, l'autre il emmène les gens. C'est pour ça que moi quand je parle avec des gens, je dis, écoutez, c'est terrible. Nous on dit 1,5 million, mais on est plus de 10 millions de martyrs. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait la France, les nazis, peut-être ils étaient beaucoup plus cléments que les Français. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand Bugeaud, il voyait parce que les gens, quand l'armée française venait dans un village, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle coupait les têtes. Oui. Elle coupait les têtes des hommes, des enfants, les vieilles, elle prenait des jeunes. Ils les mettaient sur les pics des baïonnettes. Voilà. Donc ce qui fait que la sauvagerie, c'est que les gens se sauvaient et se mettaient dans des grottes pour se cacher. Eh bien, le Bugeaud, il dit, écoutez, je sais où ils vont péricier, écoute, ils vont dans telle grotte, ne vous occupez pas. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait du charbon bien mouillé, et les enfumait, et il était avec son cigare, il attendait, les gens enfumaient, et ça dure toute la nuit. Avec des femmes, des enfants, c'est pire que l'Holocauste. Ça c'est l'Holocauste, c'est pire que l'Holocauste. Là, par rapport à l'Holocauste, c'est terrible. L'autre, il vient à Satarno, il dit à le colonel Satarno, il dit à Pélissé, mais toi, tu laisses des témoins. Moi, je les emmure. C'est ça. Toi, tu laisses des témoins. Alors, n'en parlons pas des fours à chaud, n'en parlons pas des gens déracinés pour envoyer en Nouvelle-Calédonie. Ils parlent kayak. On n'a qu'à voir ce qui s'était passé en 1945, où ils menottaient 20-30 prisonniers qui les jetaient du pont. C'est terrible. Alors, autre chose qui m'a excessivement intéressé et étonné, c'est vrai que je dirais pas l'imaginaire, mais dans la mémoire surtout de nos jeunes,
pense que l'OAS a été une petite période et que c'était, bon, je dirais, le dernier baroud d'honneur des pieds noirs avant de partir. Alors que quand on lit les archives que vous avez eu la grande intelligence et la qualité de collecter et d'avoir à nous donner, à les lire, on voit le truc tentaculaire, l'organisation tentaculaire de l'OAS. Et ce qui était effrayant, c'est qu'en fin de compte, à un moment donné, surtout vers la fin, vous dites, bon, laissons, enfin c'est pas vous qui le dites, c'est les bulletins, laissons de côté ce qui était le côté, je veux dire, guerrier, hein, guerrier. Mais voyons maintenant ce qui est, ce qu'ils avaient comme soutien. Et là, on voit que en France, dans l'administration française, chez les plus hauts cadres de l'administration française, dans l'armée, ça c'est en France. En Algérie, on peut estimer qu'à peu près 90% des fonctionnaires, du plus petit, du plus longtemps, jusqu'au préfet ou que sais-je, etc., en fait, ils étaient peut-être pas encartés, comme on dit, à l'OAS, mais tout à fait les bras ouverts si l'OAS leur demandait une aide quelconque. Soit saboter, soit piétiner des pieds pour pas faire avancer les choses. On voit très bien comment le plan de Constantine a été saboté. Bon, attendez, bon, allez, c'est bien joli. Hein. Eh ben nous, on ne fera rien. On fera rien. Voilà, c'est comme ça. C'est déliquescence totale au niveau de l'administration. On fait en sorte qu'il y ait le minimum de sécurité, surtout évidemment dans les quartiers dits musulmans. Hein. Comme ça, l'OAS fait tranquillement son boulot. Et alors à l'étranger, en Autriche, en Belgique, ce ne sont pas des pieds noirs. Attention, c'est ça qui est grave. Hein. Ce sont des partis politiques d'extrême droite qui apportent un soutien direct. Le parti fasciste italien, hein, le parti fasciste danois, le parti fasciste allemand, autrichien, qui apportent une aide, mais avec un réseau parfaitement bien huilé, hein, et qui fait que si une tête était coupée par là, eh bien non, on repartait de l'autre côté. Hein. Il n'y avait pas de souci. En Espagne, ils avaient des bases. Ils étaient carrément. Ils étaient à l'aise. En Espagne. Au Maroc, j'étais étonné. Et écoutez, même en Tunisie, en Tunisie aussi. Ta mère, ils avaient des adhérents. Oui. Mais puis ils ont émaillé tout leur réseau. Ils étaient partout. Donc, avec tout ça, on négociait. Nous, au maquis, on n'était pas parce que les frontières, ils étaient bien hermétiques. Parce que la ligne Sal et Maurice, donc l'armement ne pouvait pas rentrer, était fermé. Et nous, avec les petits moyens que nous avions, plus de balles, il y avait beaucoup de choses, donc on était là, vraiment serrés, et nous, il fallait négocier. Il fallait négocier, parce que De Gaulle demandait la négociation. C'est De Gaulle qui ne pouvait plus. C'est ça qu'il faut situer la chose. Parce que certains ne savent pas que c'est De Gaulle qui n'en pouvait plus. Parce qu'il ne pouvait plus, ils disent, allez, il y avait le lâchage international. De Gaulle était au pilori. Les Américains disaient, bon, ça suffit. D'abord, on vous a envoyé de l'argent de l'OTAN, etc. Ça nous coûte une fortune colossale. On vous a envoyé de l'armement, on vous a envoyé des hommes. Écoutez, ça nous coûte très cher cette histoire-là. Et puis, les Américains n'étaient pas tout à fait bien d'accord pour que la France soit devenue une puissance atomique. Ça les gênait un peu. Alors l'histoire de Reagan, ils ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Bien sûr. Lui, ils sont pressés de faire ça. Ils sont pressés de faire ça. Parce qu'ils savaient que c'est rien. Parce que même cette troisième voie, ça ne l'a pas réussi. La troisième voie, ils voulaient, avec les notables, les Benjelou, les gens qui étaient ici, et ça n'a pas marché. Il a essayé de voir comment faire, même avec les gens, les ultras. Ça ne marche pas. Donc,
essayons, faites un essai à Reagan et on verra. Et là, ils se sont empressés, les Debré et les Mesmer, tout de suite, faisons un essai. Ils ont fait l'essai pour que ça commence. Parce qu'ils avaient que c'est fini, c'est terminé pour eux. S'ils ne faisaient pas l'essai en 60, ils ne pouvaient plus faire cet essai. Ah oui, c'était terminé. C'était terminé, ils savaient que la Si carte... les pourparlers commençaient vraiment à être sur une table, vraiment du sérieux, c'était terminé. Parce qu'en juin, quand il a ouvert, ils disent on peut recevoir les délégués. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il y avait Ali Boumenjel, Allah yarhamou, ou Ben Yahya qui sont partis à Mela. Il les a laissés de côté dans une chambre avec un sous-préfet. Et lui, il a commencé à travailler avec d'autres personnes, la troisième voie, avec une tenue militaire. Il dit, écoutez, on veut venir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais parallèlement, il a fait ses essais. Il faisait ses essais tranquillement. Il voulait aller de l'avant. Mais il était acculé. Il ne pouvait pas rester comme ça. Mais les ultras, c'est la terre brûlée. Les ultras, ils travaillaient avec tous les pays limitrophes. Ils n'attendaient pas. Mais alors, le plus dingue quand on lit les différents bulletins, hein, alors les bulletins commencent, ce que vous me donnez à lire au niveau des archives, commencent donc en août-septembre 61 et se terminent juste un peu avant le 19 mars, mais en mars 62. Quand on lit ça, on se dit, bon, ce qui paraît fou, c'est que on est dans une période d'à peine une année, qui est une année totalement charnière, où en même temps vont se mêler plusieurs choses. Un, y compris du côté, je dirais, gaulliste, etc., mais y compris du côté ultra-OS, et Debré, etc. En fait, on change de plan quasi, je dirais, on a l'impression pratiquement tous les 15 jours, un mois, bon, alors, bon, ça ne marche pas, on va faire la partition. Non, on peut lâcher sur le Sahara, mais pas tout à fait. Mersel Kébir, oui, mais comment? Alors, et les uns et les autres sont dans un flou artistique total, et à l'étranger, on est dans la même situation. C'est-à-dire que les pays européens, ou surtout soit l'Union soviétique, soit les États-Unis, c'est-à-dire les deux grandes puissances, ne savent pas très très bien qu'est-ce qui va en sortir de cette histoire. Hein. Est-ce que tout d'un coup, est-ce que ça va devenir une république socialiste, cette Algérie? Est-ce qu'il va y avoir deux Algéries, c'est-à-dire une sorte de Rhodésie? Hein, comment tout ça va se terminer? Et ce qui est affolant, c'est que, parce que la structure des bulletins de renseignement et de documentation, ça commence toujours par la situation chez les amis. Donc, et ça, c'est très marrant parce que chaque fois, on retrouve une chose. C'est, dans les bulletins, les rapporteurs disent, voilà, je vais dire qu'il y a quand même quelque chose sur lequel la population algérienne, qu'elle soit en Algérie, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Tunisie, qu'elle soit au Maroc, est sûre d'une chose. Bon, c'est vrai que de temps en temps, il y a une perte d'espoir, etc. Mais ils sont sûrs d'une chose, c'est que soit l'Algérie sera une et indivisible ou rien du tout. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'ils étaient bien au courant. Hein. Et il n'y a pas eu... Il y a eu des défections, mais c'est normal. Il y a eu malheureusement des harkis, etc. Tout ça. Il y a eu ceux qui se sont compromis, hein, Bachar Abdollah et toute une bande. Je ne parle pas de cela, mais d'une façon générale, il y a eu corps. Ça a fait corps. La population, il y a eu corps, que ce soit à l'étranger. Voilà. C'est extraordinaire. Ils étaient là, c'est l'indépendance de l'Algérie. Ouais. L'indépendance, malgré que l'action psychologique de la France, elle était... Ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens. Malgré ça, ils faisaient corps. Et ce qui fait que De Gaulle, il était acculé et donnait instruction à Louis Jox et à Pompidou, terminant. Maintenant, d'accord, le Sahara est algérien, à la dernière minute. À la dernière minute, oui. À la dernière minute, à l'algérien, mais
Et il faut nous louer une partie du Martkibir, nous louer une partie du Regan, nous louer l'exploitation. Et il a commencé à négocier comme un... Comme un marchand de tapis, marchand. qui nous reproche d'être des marchandeurs de tapis. Je n'ai plus Eh ben, rien. Essayez de me donner oui, quelque un chose. petit quelque chose. Non, donnez-moi 15 ans sur Martkibir, non, 10 ans. Allez. Il faut savoir ça. Incroyable, oui. Il y a des gens qui... C'est terrible. À la fin, vous voyez, qui se prenaient de Gaulle, la France, ils commençaient à baisser. Ils disent, allez, je termine, parce qu'ils voyaient que c'est lui. Il était attaqué de toutes parts. Oui, personnellement. Il ne pouvait plus. Son prestige commençait à Son tomber. prestige. Il a essayé en dernière minute comme ça, la République Tergui, ça n'a pas réussi avec On a même inventé cette histoire. Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu créer une République Tergui, c'est-à-dire Debré. Il a envoyé Constantin Melik, il a commencé à faire ses services. Et au moment où le président Moudou Keïta a su, il a dénoncé. Tout de suite, ils ont rapatrié à Agar-Île, parce que c'était lui qui devait prendre la République Tergui. Elle englobait le Niger, une partie du Mali, une partie et tout le Sahara. Oui, c'était ça, surtout qui les intéressait. Et il tentait toujours, ça c'est l'opération Debré. De Gaulle, qu'est-ce qu'il voulait? Il a voulu tenter autre chose, avec Pompidou et Foccart, parce que chacun il avait ses intimes et ses services. Donc il a envoyé Foccart et Pompidou avec Hamza Boubacar, qui était là-bas, qui était le maître pour les Pétro-France. Si vous permettez. Foccart qui va rester pendant de très longues années. Alors c'est marrant parce que, bon, comme quoi l'histoire de la guerre d'Algérie va marquer l'histoire de la France pendant très très longtemps, puisque Foccart va devenir Monsieur France-Afrique pendant de très nombreuses années, et Pompidou qui va devenir, après De Gaulle, président de la République, deuxième président de la 5e République, n'oublions pas que c'était qui venait de la banque Rothschild. Eh ben oui, c'était un banquier. Donc il défendait évidemment les intérêts de la banque et du pétrole. Pétro-France, c'était lui, c'était là. Il a trouvé quelqu'un avec lui, c'était Hamza Boubacar qui, lui, il a pris tout. On retrouve tout. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que à travers ces bulletins de renseignement et de documentation, on va revenir également sur les prises de position des pays voisins, Maroc et Tunisie, surtout particulièrement au Maroc. Quand on lit ces différents bulletins, il y en a à peu près une dizaine, on a l'impression de voir la politique aujourd'hui, la géopolitique et la géostratégie aujourd'hui dans cette région du monde, je dirais presque le bassin méditerranéen en 2016, c'est-à-dire que des choses ont balbutié, mais en fin de compte, elles ont une origine qui était évidemment sur la question algérienne. Bien sûr, la question. Écoutez, déjà, 63, ils ont voulu prendre Béchar, Béchar, Aïn Safra. Mais discussions excessivement. Alors, des rapports des différents ministres du cabinet royal, etc., qui disent bon, mais il faut aussi voir avec le GPRA, etc., ou peut-être avec les Français. Bon, concernant Tindouf, Béchar, bon, c'est à nous. Hein. C'est à nous. Bon. Et puis il faudra voir un petit peu avec les Espagnols concernant le Rio de Oro, qui s'appelait le Rio de Oro à l'époque. Bon, on veut bien leur laisser cet ami-là, ce qui s'est passé. Mais la bonne bande là, de Béchar, Tindouf, etc., c'est à nous. Hein. Béchar, Tindouf, Aïn Safra, c'est à nous. Mais les Espagnols, laissons le Rio d'Oro et tout ça, parce qu'on va toujours laisser ce time-là, on n'en parle pas. Mais nous, on prend cette partie-là parce que c'est le flanc faible, là, ils sont là, on prend quelque chose parce que c'est trop grand pour eux. Et puis Tindouf, Béchar n'intéressera pas beaucoup les Français parce qu'ils sont plutôt pour le pétrole. Alors donc, ils sont loin de nous. Et il y a l'autre côté, Bourguiba, lui aussi, il a essayé de prendre quelque chose. C'est pour ça que la borne 233, on n'a pas terminé avec jusqu'aux années 75. Ouais. C'est à partir de là qu'on a arrêté avec cette borne 33. Parce que lui, il tenait à ça et il voulait aussi, avec Hamza Boubacar,
qui lui montait à Genève pour essayer de trouver. Comme il a vu rien à faire, il est retombé, il dit je peux pas. C'est bloqué. Donc, vous voyez que l'Algérie, elle était là. Et c'est ces problèmes-là, ça sort comme ça avec le Maroc. Sahara occidental, c'est ça. Regardez, c'est des prémices de 63. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'intelligence, je dirais, pratiquement la préscience politique, hein, des rédacteurs de ces différents bulletins de renseignement et de documentation, parce que quand même, 1961, 62, ça se comptait quand même sur le bout des doigts, comme on dit, parine de notre peuple, il n'y en avait pas, hein, des mille et des cents. C'est là où on voit que ces jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, ces rédacteurs de rapports, étaient d'une intelligence, d'une finesse d'analyse politique absolument extraordinaire, puisqu'ils allaient jusqu'à analyser, par exemple, les situations et politiques et économiques des pays voisins, en disant, ça peut avoir de l'influence. Attention, il y a des grèves au Maroc, il y a l'UNFP, etc. En Tunisie, voilà, il y a les Yousfistes, il y a Ben Salah, etc. Il y a des situations politiques, etc. Plus la situation politique à l'intérieur du pays, aussi bien sur le plan économique, avec le plan de Constantine, etc., mais également sur le plan militaire. Et là, j'avoue, soufflé, parce que, puisqu'à la fin de votre ouvrage, vous mettez tous les facsimilés que vous reproduisez, donc ce sont des facsimilés que vous n'avez pas, excusez-moi, hein, c'est pas pour être, mais vous n'avez pas inventé, ils sont là, ils existent, ils sont, comme dirait, visibles, et on peut aller les consulter, les compulser, les rechercher. On se dit, incroyable, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années à peine, il y a une formation d'une élite idéologique, d'une élite politique, d'une maturité absolument incroyable, et qui, en plus, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ces bulletins, c'est que il n'y a pas une sorte de c'est chien de l'Ouest. Non, non, c'est très, non, mais c'est vrai, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, hein. C'est-à-dire, bon, il y a un côté, je sais pas, passionnel. Pas du tout. C'est très carré, hein. C'est réalité, la voilà. Les faits, les voilà. Et quand même, il y avait, à la fin, une analyse politique. Peut-être qu'il faudrait, attention à cela. Attention à cela. C'est un point important qu'on met en exergue parce que ça peut avoir de l'influence sur. Bien sûr. Là, parce que là, il y a aussi, il faut reconnaître que, moi je vous disais la moyenne d'âge, 18-20 ans, parce que là c'est des lycéens, mais ce qu'il y a, c'est que le patron, Abdelhafid Boussouf, il mettait tout à notre disposition. Les journaux, les livres, on écoutait toutes les radios, la voix du bled. C'est-à-dire, il n'y a pas de... On écoutait l'ennemi en tant qu'ennemi, avec tout ça, l'administration militaire, et on était aussi ces radios. La voix du bled, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer, on écoutait tout, on ne laissait rien. En fait, il avait compris l'essentiel, c'est-à-dire que celui qui est le mieux informé, c'est celui qui gagne. Oui, c'est ça. Donc là, l'évolution, elle avait quelque chose à côté qui était là, informer. Voilà, c'était là. Et c'est qu'on peut dire, moi de temps en temps, je dis, bon, sans exagérer, le MALG, c'était à peu près la colonne vertébrale ou la banque de données. Oui, c'est voilà, vous avez trouvé le mot, banque de données. Banque de données. Quand GPRA voulait, c'est le ministre de MALG, le ministère de la mondialisation, quand il venait au Conseil des ministres, c'est lui qui donnait l'information. Moi, c'est ce qui s'est passé avec toutes les analyses qu'il y avait. Et c'est à partir de là, bon, à partir de, disons, 60, parce qu'on avait des centres aussi bien à l'est à l'ouest. Et quand on a vu qu'on n'était pas bien protégé, on a fait en sorte qu'on est avec ce Malik Snoussi, qui nous a donné la base Willis à Tripoli. Et c'est là, tout a été à cette base-là, ce qu'on appelait la base de Tripoli. Et là, tout le monde était là. Et c'est comme ça qu'on alimentait
non négociateur, parce qu'on travaillait, tout le monde travaillait sur ça. Il y avait une Mais quand même, pas ironie, mais extraordinaire de l'histoire, c'est que quand on lit tous ces bulletins-là, on voit bien que les craintes de certains pays occidentaux de voir que après l'indépendance de l'Algérie, parce que pour beaucoup, à la fin, début 62, beaucoup de pays se sont dit, bon, ça va, les dés sont lancés, hein, c'est pas la peine. Après, maintenant, à voir si les Algériens ne vont pas lâcher le morceau par rapport aux Français au niveau des accords définitifs, etc. Mais tous, j'ai pu le constater, avaient déjà cette crainte en se disant, on craint quand même que l'Algérie prenne une place excessivement importante dans le concert des nations, aussi bien en Afrique que pour le monde arabe. Eh bien, ils ne se sont pas trompés. Bien sûr. Ils ne se sont pas trompés. C'est grâce à l'Algérie que beaucoup de pays africains ils le reconnaissent. Oui. Ils le reconnaissent. Ils ont lâché les non-alignés, oui. Bien sûr. C'est ça extraordinaire. Ils ont lâché. Quel ouvrage absolument fascinant. Parce que, encore une fois, c'est à partir de documents officiels que vous avez fait ce travail remarquable, Mohamed Dabbah. Hein. Ce n'est pas vous qui racontez que j'ai entendu dire que, etc. Non, vous reproduisez les documents officiels et par eux-mêmes, ces bulletins sont d'un tel intérêt, je dirais pour tout le monde, bien sûr, principalement pour les chercheurs ou les jeunes étudiants à qui je fais appel, si vous voulez connaître un pan de l'histoire de notre lutte de libération nationale, à acquérir de toute urgence. Vraiment, ça va vous ouvrir des horizons et surtout des pistes de recherche absolument extraordinaires. J'espère avec beaucoup d'attention que demain, vous allez également nous compiler certaines archives, parce que là, on s'arrête juste avant le 19 mars 62, et cette période absolument peu connue sur la mise en place de cet exécutif provisoire, le Rocher Noir, etc., qui vont jusqu'à 62, et peut-être même un tout petit peu après 62. Je serai très, très, très heureux de pouvoir vous dire, mais je suis sûr que vous avez déjà attaqué le sujet. Alors, je rappelle les titres de notre invité, Mohamed Dabbah, le MALG, ministère de l'Armement et des Liaisons générales, un hommage à Abdelhafez Boussouf, ou la stratégie au service de la Révolution. Ce sont des témoignages de tous les anciens de l'association aujourd'hui nationale des Moudjahidines, de l'armement et des liaisons générales. C'est paru chez Khartana, c'est ça? En fait, ce qu'on c'est Darul Houma. Merci mille fois, Mohamed Dabbah. Merci bien, monsieur Seyed. C'est moi. Merci à toute l'équipe, à votre équipe. Merci à la chaîne 3 extraordinaire de m'avoir invité, votre accueil, et je suis très très satisfait de votre accueil, à toute l'équipe. Je remercie beaucoup. Merci mille fois. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Papier Bavard. Et n'oubliez pas, dans quelques jours, il faut commémorer le 19 mars 1962, une victoire de notre peuple à l'arraché